Donc, nous sommes en direct ce soir pour la soirée de lancement du tome 3 de Capitale du Sud, de la Tour de Garde. Donc, les contes suspendus, on en a plein là, il est au milieu. Voilà, voilà, il sort demain matin. Exclusivité, hein. Comme quoi il y a finalement une exclusivité. Elle est là. Voilà, avec nous, nous avons évidemment les auteurs de la Tour de Garde, Claire Duvivier qui écrit La Capitale du Nord, Guillaume Chemanadjian qui écrit La Capitale du Sud, et l'éditeur, David Melmans, qui est là, éditeur aux Forges de Vulcain. Et j'ai plein de questions pour eux. Voilà. Donc, tout le monde n'a pas vu obligatoirement notre première rencontre qu'on avait faite pour la sortie du Capitale du Nord, donc on va prendre peut-être pour les gens qui, en plus, n'auraient pas lu du tout encore la Tour de Garde, leur dire quelques mots, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui débarquent encore et qui vivaient dans une grotte ces 2 dernières années en termes de fantaisie française, on ne sait pas, c'est possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la genèse autour de la Tour de Garde? Alors, déjà, pour définir juste en quelques mots la Tour de Garde, c'est un cycle composé de 2 trilogies qui se passent donc dans le même univers, la trilogie Capitale du Nord, dont on attend encore le tome 3, et la trilogie Capitale du Sud, dont le tome 3 donc, sort demain matin, exclu. La particularité, c'est que du coup, chaque trilogie a son auteur, donc Guillaume écrit le Sud, j'ai écrit le Nord. On a des personnages différents, on est dans des villes différentes, très opposées, mais comme on est dans le même univers et que ça se passe en même temps, on a des personnages qui passent d'une ville à l'autre, on a des événements dans une ville qui ont des conséquences dans une autre ville, on a des clins d'œil, des passerelles comme ça, et au bout d'un moment, on sent que ces intrigues vont de plus en plus se rapprocher. Voir se croiser. Voir se croiser, voilà. Et ce projet, tu me demandais pour la genèse, en fait, c'est né de voyages qu'on a fait. Et plus précisément d'un voyage qu'on a fait à Sienne, ville dont on est tombé complètement amoureux et qui a été un peu la matrice de Gémina en fait, alors que Capitale du Sud, alors qu'effectivement la Capitale du Nord de Haven est plus née d'un voyage à Amsterdam, même si je viens d'ajouter des éléments d'autres types de villes. Et effectivement, en fait, à partir de ces voyages-là, on a un peu conçu ces 2 villes comme étant, on va dire, des esprits et des cultures à la fois proches et opposés, un peu dans la mesure où Gémina serait représentative d'une ville du sud de l'Europe à la Renaissance, là où De Haven est plus le nord de l'Europe à la même époque en fait. Donc différences culturelles, différences de société, différences gastronomiques, voilà, dans toutes ces... puis différences d'esprit aussi tout simplement, puisqu'effectivement dans le sud, alors effectivement c'est des traits qu'on a un petit peu exagérés à dessein pour leur donner une personnalité un peu forte à ces villes, mais le sud est très attaché à tout ce qui est mythe, légende, le panache, alors que le nord c'est plus le progrès, la science, le commerce. Je sais pas ce qu'il faut dire de plus. Parce que ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Sinon, si j'étais pas d'accord, il aurait fallu le dire il y a 3 ans quand on a commencé à l'écrire. Donc, non, mais effectivement. C'était avant, mais. Oui, il y a 4 ans, 5 ans. Ça commence à faire. Donc, oui, en fait. Tout ça, c'est parti de voyage, effectivement, comme l'a dit Claire, mais après, on est allé chercher, évidemment, des influences et des inspirations un petit peu ailleurs, parce que, en réalité, on a passé 2 nuits à Sienne, et que c'est en 2 nuits qu'on s'approprie complètement une ville. Voilà, c'est pas un roman sur Sienne, donc il y a, dans la Capitale du Sud, par exemple, il y a aussi un petit peu de la Rome antique, il y a un peu de plusieurs villes d'Italie, il y a un peu de Florence au moment de la chute de la République, il y a tout un tas d'influences que l'imaginaire nous permet de mélanger sans qu'il y ait des historiens qui nous courent après en nous expliquant que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Et ça permet aussi du coup d'avoir des histoires qui soient complémentaires et qu'on peut imbriquer les unes dans les autres. Ce qu'a pas précisé Claire aussi sur la structure de ces 2 trilogies, c'est qu'en fait on peut les lire indépendamment. Alors évidemment on les a conçus comme ça, on peut lire, on a la totalité de l'histoire entre guillemets quand on lit vraiment les 2 trilogies, mais chaque trilogie, que ce soit Capitale du Sud ou Capitale du Nord, a vraiment un début, un milieu, une fin, et c'est la fin d'une histoire. Voilà. Donc si dans les premiers tomes on voit qu'on a des intrigues qui est quand même franchement complètement indépendantes, et même si vous prêtez des personnages, ça reste assez léger, tout en ne spoilant pas le 3, on peut quand même dire que là, c'est plus imbriqué l'un dans l'autre, parce qu'on a quand même
des personnages qui se croisent nettement plus. Oui. Est-ce que dès le début, vous aviez décidé que vos deux héros allaient se croiser? Oui. D'accord. Dès le début, on avait décidé qu'effectivement, dans le 3e tome, vraiment, les personnages principaux se croiseraient. On ne savait pas que ce serait un 3e tome, parce On qu'on savait savait- pas quelle voilà. forme ça prendrait, mais on savait qu'à un moment donné, l'idée c'était que ça converge en fait. Et en fait, on a conçu, d'ailleurs, dès le début, un petit peu comme ça, les histoires comme... en fait, ce sont les histoires de Nox dans la ville du Sud et Amalia dans la ville du Nord, mais en faisant en sorte que la structure soit un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a il y a plein d'autres personnages qui ont leurs propres enjeux, qui interviennent. Les personnages secondaires ne sont pas juste là pour faire joli ou pour avancer l'histoire, ils ont aussi leur propre motivation, en fait. Et ce qui fait que finalement, quand Nox croise Amalia et il y a même des lignes de dialogue avec elle, c'est comme s'il croisait finalement un autre personnage important au sein du récit. Donc Amalia est traitée comme un personnage secondaire tout à fait normal dans le récit de la capitale du Sud, et vice-versa. La seule petite subtilité, c'est que les lignes de dialogue, en fait, il y a des dialogues entre Nox, le narrateur de la capitale du Sud, et Amalia, la narratrice de la capitale du Nord. Les lignes de dialogue sont les mêmes, mais on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit plus à chaque fois dans tout le paratexte. Il peut y avoir des points de suspension d'un côté, alors que de l'autre, il y a une prise de conscience de la part du narrateur. Enfin, c'est quand même des narrations à la première personne, donc un dialogue, même si effectivement les répliques sont les mêmes, finalement ils ne sont pas amenés de la même manière et pas suite à la même réflexion des personnages. Donc, et chacun en a une perception différente. Voilà, c'est ce que permet aussi la narration à la première personne, c'est d'avoir deux points de vue différents sur quelque chose de factuel, quoi. Et d'ailleurs, dans le dernier tome, les lignes de dialogue, qui a écrit quelle ligne de... Est-ce que vous avez gardé l'écriture de votre personnage? On a alterné. Effectivement, il y a des dialogues qui sont écrits à 4 mains, en fait. Ouais. Je dirais que pour les précédents, où effectivement, des fois, on a envie d'avoir la façon de parler d'un personnage qui appartient entre gros guillemets à l'autre, on fait relire, mais après, en même temps, c'est aussi le processus d'envoi d'écriture qu'on a eu pour les autres tomes, même si effectivement, c'était moins flagrant que cette histoire de dialogue commun, c'est qu'effectivement l'autre a toujours eu un droit de regard sur ah bah oui mais quelqu'un de Gemini dirait pas ça comme ça, ou je pense pas que là ça va très bien avec le personnage par rapport à ce que j'en ai dit dans tel tome, ou des choses comme ça. C'est juste que là on a poussé le truc un peu plus loin du fait qu'il fallait que ces dialogues, même s'ils sont justifiés différemment dans les deux top 3, qui sonnent juste quand même en fait. C'est-à-dire quand Amalia parle dans les comptes suspendus, qu'elle ait quand même l'air d'être Amalia tout en étant un personnage secondaire. Pas lui donner plus d'importance qu'elle est censée en avoir parce que c'est pas sa trilogie, mais qu'elle sonne juste en fait. Et pareil pour les autres personnages. Donc c'était aussi le côté intéressant, et c'est pour ça que les tomes 3 on les a pas écrits tout à fait de la même manière que les tomes 2 et les tomes 1 aussi. C'est qu'effectivement il y avait une petite, pas une difficulté mais un petit twist en plus, quoi. Voilà, il y avait du vrai 4 mains entre guillemets, Ouais, puisque c'était pas tant dans le cas sur les précédents. Là il y a du vrai 4 mains sur ces scènes de dialogue qu'on a en commun. Et puis bah, évidemment ça nous a pris un petit peu plus de temps aussi parce qu'il fallait à chaque fois vérifier que la chronologie côté Capitale du Nord était la même que Capitale du Sud, donc on a beaucoup plus travaillé tout là. Ça va pas du tout parce qu'il va faire ça en 3 jours, attends, on change. On a mis en branle nos compétences en Excel. Bah là c'est plus une question pour notre éditeur. Au niveau éditorial, en quoi éditer une série qui est comme ça est différente d'une série classique? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Non, il y a une différence parce que je crois qu'au Forge, j'avais prévu de jamais faire de série. Voilà. Non, mais parce qu'il y a... Donc les Forges, c'est une maison d'édition indépendante. Il y a un mouvement actuel dans l'édition indépendante de faire moins de titres pour mieux les accompagner. Et donc ça nous dispose à pas prendre de série, parce que quand on prend une série, ça prend une grosse part du programme de publication. Ça nous prive de rencontrer d'autres auteurs. Voilà. Et finalement, on est arrivé à la Tour de Garde d'une manière particulière, c'est que Claire avait publié aux éditions Forge de Lucain son premier roman qui s'appelle Un long voyage. Intégralement tout ça, ça avait été un fantastique rêve, que ce soit recevoir le texte, travailler un tout petit peu avec elle, même si le texte était déjà parfait avant, le publier, l'accompagner, enfin faire vivre ce livre dans mon voyage. Et à un moment, un peu après la sortie, je lui avais demandé c'était quoi le roman d'après.
Et elle m'a dit ah, le roman d'après, c'est un peu particulier. Donc déjà, j'ai commencé à plisser les yeux. Je l'ai écrit avec mon compagnon. Et en fait, il y a un texte de mon compagnon à lire. Et là j'étais un peu gêné parce que je faisais semblant de rester concentré comme ça, et il y avait une sorte de profonde terreur en moi qui s'était... parce que... mais en fait, en vous disant ça, je me suis rendu compte de quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte. Et donc, ça va sembler long. Donc après, si j'ai pas du tout la parole de la soirée, je l'accepterai. Mais voilà. C'est que je me suis dit, oh là là, c'est horrible. Comme tout était trop beau, tout va s'effondrer. Et comme d'habitude, quelqu'un est complètement aveugle au talent de son conjoint ou de sa conjointe. Je vais devoir trouver des excuses pour pas publier le texte de son conjoint. Et heureusement, le texte était superbe. Et donc, voilà. Et je répondrai à ta question. T'en fais pas, puisque ta question n'a pas encore eu sa réponse. Mais ce que j'ai appris ce soir, c'était quelque chose d'important. C'est qu'en fait, il est vrai que quand on publie, on doit d'abord publier parce qu'on trouve un texte très bon. Et dans un second temps, l'idéal, c'est de s'entendre avec l'autrice ou l'auteur, parce que c'est très compliqué de publier un texte avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Ce qui peut donner parfois l'impression, extérieurement, qu'en fait, on publie ses amis. On ne publie pas ses amis, c'est toujours dangereux de publier ses amis. Et moi, mon métier, ça consiste plus à dire non à tous les amis qui vont envoyer des manuscrits parce qu'ils ont une crise de la quarantaine et ils se sont dit que, je sais pas, travailler dans le contrôle de gestion chez Total, c'était pas bien, et qu'ils allaient prendre une année sabbatique pour écrire un roman, mais comme ils n'ont pas lu depuis 25 ans, ils ont du mal à écrire. Enfin, j'aurais pas dû enregistrer ça. François, je suis désolé, voilà. Et en fait, cette idée de dire il faut pas publier, il faut se méfier en fait de nos biais personnels, c'est une vraie idée. Mais par exemple, mon tort, ça avait été d'avoir peur avant d'avoir lu le texte, alors qu'en fait, j'aurais dû avoir plus confiance en clair, ça m'aurait évité 3 jours d'angoisse complète. Voilà. Ah, mais moi je t'en veux pas, je comprends pourquoi t'as eu peur. Moi, je trouve ça très bien que tu aies peur parce que du coup, tu l'as lu très rapidement. Oui. Non, alors ça, c'est pas une idée à donner aux gens, parce que j'ai beaucoup de peur dans la lecture des manuscrits. Je voudrais éviter de croiser des gens avec des battes de baseball en bas de chez moi. Je vous ai envoyé un manuscrit et vous répondez lentement. Mais bon, pour répondre à ta question, quand le texte est arrivé, il était très clair que ça serait quand même difficile d'en faire un seul volume, parce que quand le texte est arrivé, en fait, les 4 premiers volumes étaient déjà écrits. On a évoqué des hypothèses très différentes. Un seul volume énorme, mais ça c'était vraiment... Sachant que les 2 volumes n'étaient pas écrits, donc on ne savait pas encore la longueur qu'ils auraient. Mais ça aurait été vraiment très très épais. Écrire une série, mais où on remontait le texte en alternant le sud et le nord. Un peu comme dans les romans américains où il y a le nom du personnage et on se tape 50 pages où il y a un seul personnage. Ça a été écarté très vite parce que c'était pas trop l'esprit dans l'esprit de Claire et Guillaume. Une autre option, c'était de faire 2 tomes, simplement. Voilà. Et puis, finalement, dans des discussions, ce qui est apparu, c'est qu'on avait on essayait de penser à ce qui existait déjà dans l'édition, parce que souvent, on n'invente pas grand-chose, on remet au goût du jour quelque chose que d'autres ont tenté avant nous. Et on a pensé à un modèle qui est le modèle du comics américain, où en fait, vous avez à la fois un univers partagé et du roman feuilleton, en fait. C'est-à-dire, les comics américains, c'est généralement des mensuels, avec un cliffhanger sur la dernière page, et voilà. Et donc, on a commencé à travailler pour un découpage de ce genre-là. Ça, c'était le premier aspect. C'était un découpage où il y aurait à la fois plusieurs volumes, et en plus, on allait créer un peu de tension entre les volumes, d'attente entre les volumes, mais pas trop. Et un moyen d'éviter d'attendre trop longtemps entre chaque volume, ça a été de les alterner. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était aussi important pour moi que Guillaume se perçoive lui-même et ne soit pas perçu par le monde extérieur. Là, je vais vraiment rentrer dans la tambouille, mais comme une pièce rapportée. En
parce que il méritait d'être traité comme un vrai auteur à 100%, et donc on a commencé la série par lui, ce qui en fait n'est pas du tout naturel, parce que généralement, quand on fait ça, généralement, le bon sens dans l'édition, c'est de s'appuyer sur l'auteur qui est déjà implanté pour greffer un autre auteur dessus, et pas le faire dans l'autre sens. Mais en fait, je pense que c'était pas juste vis-à-vis de Guillaume, et donc on a commencé par Le sang de la cité, et on a commencé à alterner avec le printemps, où on se trouve maintenant, et l'automne pour Claire. Il faut voir que, et dès qu'on a mis ça en place, Claire et Guillaume, je crois, c'était déjà un peu lancé dans l'écriture des volumes 3. Et On là, n'avait pas vraiment commencé, mais c'est vrai que dans ce qu'on avait, ce que tu avais déjà, enfin, il y avait quand même une césure assez nette, chacun de notre côté. Ce qui justement dictait un peu cette forme de la trilogie aussi, parce qu'on savait qu'on pouvait aisément couper en deux ce qu'on avait chacun de notre côté. Enfin voilà, je pense que pour ceux qui les ont lus, à la fin de C'était un demain et à la fin du Sang de la Cité, il y a du cliffhanger. Voilà, c'était déjà, avant c'était la césure du milieu, et on s'est dit effectivement on peut aussi terminer les premiers tomes là-dessus. Et jouer justement sur ce côté feuilleton, dans la mesure où il y aurait une suite, même si c'est une fausse suite 6 mois après, et continuer comme ça. Donc il y avait quand même aussi quelque chose qui imposait un peu qui justifiait cette forme de trilogie, en disant ensuite on n'a plus qu'à terminer en un tome, et du coup finalement le fait de savoir qu'on va être limité entre gros guillemets à une trilogie, ça peut être aussi rassurant pour les lecteurs de savoir que c'est quasi fini, que vous n'allez pas attendre des plombes entre chaque tome, que ça va s'enchaîner assez rapidement, et que dans 3 ans c'est bouclé en fait. Il y a des traumatismes dans le fandom. On a tous dû faire le deuil d'une série qui va jamais se terminer, et c'est vrai que c'était important pour nous aussi de se dire on a déjà consacré énormément de temps, que ce soit à l'écriture, à la conception, à la publication et tout, mais de savoir que ça a une fin, et qu'ensuite on va aussi pouvoir se lancer sur d'autres projets tout en continuant à faire vivre cette fin. C'était rassurant parce qu'on n'avait pas le côté ça va être les sables mouvants et on va jamais s'en sortir. On va vraiment offrir quelque chose de dynamique avec des publications régulières, et c'était assez motivant. Puis en plus, dans cette alternance sur le printemps, l'automne, il y a aussi un truc qui répond dans le texte. Enfin, pour ceux qui les ont lus, les équinoxes sont importants en fait. Il y a toujours des événements importants qui se passent à ces moments-là, et le fait que ça coïncide plus ou moins aux parutions, je trouvais ça intéressant. Où effectivement, on a l'équinoxe de printemps qui a un sens assez particulier à Gémina, il se passe des choses. Il se passe des événements. Et qu'effectivement, pareil, Citadin de Demain s'ouvre sur la foire de l'équinoxe d'automne, et que finalement ça reste la date un peu symbolique aussi tout au long du cycle même. Mais c'est aussi parce que c'était des récits fermés, au sens où vous aviez déjà une idée de où ça devait aller. Contrairement à certains récits sériels où il y a un fort concept initial dont l'usage, la durée est inconnue, c'est-à-dire on peut en faire de volumes comme 80. En gros, on savait effectivement comment on commençait, ça évidemment, on savait où est-ce qu'on terminerait. Ce qu'on ne savait pas, c'était le temps qu'il nous faudrait pour y arriver. Et c'est effectivement en discutant avec toi, en faisant tout ce travail de redécoupage, on s'est dit de toute façon il faut faire des trilogies, c'est ça le plus logique, et le fait de nous donner entre guillemets un point d'arrivée, ça nous a aidé tout simplement à écrire la suite et la fin. Bon, après le plan était presque parfait parce que finalement les tomes 3 ils vont être quand même un peu plus gros que les tomes 2. Voilà. Voilà. On est passé à ça. On en avait déjà parlé un peu l'autre fois sur la question de la symétrie qu'on voit bien entre les deux villes, et on le voit aussi au niveau de ce qui se passe dans les tomes et surtout les zones des villes qui sont traitées. Parce que dans les 2 premiers tomes, les premiers tomes, vous êtes sur la zone de confort de vos personnages. Ensuite, vous allez au niveau des quartiers qui sont moins connus. D'un côté l'entre-deux, de l'autre côté les faubourgs. Et ensuite, la tour de garde. Moi aussi, puis de toute façon, on le sait à la fin du 2 de celui-ci, et puis c'est pas un spoil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se doutait bien que la tour de garde, on la verrait. Elle est sur la couve. Dès le début, vous saviez que vous alliez faire, c'est comme un petit oignon au niveau on s'est un peu basé sur la structure du roman d'apprentissage, tout simplement, c'est-à-dire que c'est un roman de fantasy, ce sont 2 romans d'apprentissage. Le principe du roman d'apprentissage, c'est que vous prenez un personnage qui est assez jeune au début, qui est justement, comme tu dis, dans sa zone de confort, dans un univers qu'il connaît, et puis au fur et à mesure,
il va explorer, connaître des choses un petit peu différentes. Donc là, on l'a vraiment pris au pied de la lettre, en l'éloignant géographiquement vraiment de plus en plus de sa zone de confort, jusqu'à le plonger complètement dans l'inconnu finalement, ce personnage. Et oui, enfin, c'est à partir du moment où avec Claire on s'est dit ça va être 2 romans d'apprentissage, la forme, enfin cet éloignement géographique s'est un peu imposé de lui-même. D'autant plus que le but était que tout le monde se retrouve à la Tour de Garde. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire coïncider vos 2 séries quand vous avez eu vos personnages qui se croisaient? Comment ça? Non, tout s'est très bien passé. Comment est-ce il y a eu des grumeaux quand même. Non, bah oui, il y a toujours des trucs genre ah là, ça me paraissait une idée géniale il y a 6 mois, mais maintenant tel détail, vraiment, c'est relou. Ouais, mais trop tard, maintenant on l'a intégré. Ah ouais, d'accord, attends, je vais glisser là, je vais faire ça, ce truc-là, attends, j'ai changé la scène. Oui, il y a des ajustements qui sont forcément plus importants que pour les premiers tomes. Et effectivement, il y a des passages où on va dire, la succession des événements est assez précise. Et là, pour le coup, il faut faire attention à ne pas se marcher sur les pieds parce que les personnages sont tous au même endroit au même moment. Donc voilà quoi, c'est un peu genre on voit le cadreur passer, on voit le micro, enfin voilà, c'est un peu. On dit pas attention là, on place la caméra pour pas que ça. Voilà. Voilà, il y avait plus de technique, on va dire. Ouais, c'est plus comment cacher les choses pour ne pas avoir à en parler, pour pas que ça fasse outré. Dire pendant ce temps, Nox n'était pas là parce que ceci c'est là. Bah non, en fait, il faut que ça fasse naturel. Enfin, dans l'idéal, et faire en sorte que ne jamais oublier surtout que ces histoires sont censées pouvoir être lues indépendamment. Donc vraiment ne donner au lecteur que ce qui est important pour cette histoire et ne pas mettre les personnages dans une situation où il faut justifier de quelque événement par rapport à l'autre trilogie. Voilà, donc c'est essayer de trouver une espèce d'équilibre très fragile sur ah bah tu devrais pas dire ça, ou alors ce qu'il faudrait c'est dans telle trilogie tu ne nommes pas tel personnage parce qu'il a pas bien dans ta trilogie alors qu'il en aura dans le mien, des trucs comme ça. Alors, on peut pas en dire plus parce que évidemment il manque encore un tome 3, mais il est en possession de mon éditeur. En fait, c'est un peu comme les DVD collecteurs. Finalement, un jour, on sortira peut-être la version avec les scènes qui ont été coupées parce que notre auteur a voulu les couper, quoi. Et le commentaire audio. Et le commentaire audio. Ah non, c'est trop chiant parce que ceci, celle-là. Est-ce qu'il m'a fait chier quand il a mis ça? Non, ouais, je lui ai dit, c'est pas possible. Hein. Arrête, t'es en train de me spoiler complètement. Non, ce serait bizarre avec les commentaires audio. Il est version audio avec les commentaires audio. Bah, surtout pour un livre. Ouais. Mais là, vous êtes peut-être en train d'inventer un truc. Ah, il y a notre éditeur qui est déjà. Donc après, il y aura une autre version avec un QR code qu'on pourra scanner. On aura les commentaires audio D'accord. Les auteurs qui disent moi je voulais pas, ça m'a agacé. Mais c'est bien parce que j'étais justement en train de parler des suppléments parce qu'on va avoir un dernier là, mais parce que pour le disque monde, on a les recettes de Nono Hog. Est-ce qu'on va avoir les recettes de Nox? Parce qu'on mangeait beaucoup, mais alors le 3, c'est toutes les 3 pages. Il fallait garder ça un petit peu dans le... Oui. Pour garder l'esprit, justement. Et puis il y en a quelques-uns qu'on a dû tester. Il y en a quelques-uns qu'on a dû tester. Voilà. Donc, monsieur l'éditeur, est-ce que le livre de recettes, c'était pas... On a eu une espèce d'expression. Non, mais alors déjà, sur le fond, c'est que c'est une utopie politique. Et donc, une utopie politique, il y a cette idée géniale de dire, si on met les gens autour de la table et que chacun est le cuisinier, comme ça, vous n'avez pas envie de tuer le cuisinier, en fait. En fait, c'est le dernier qui survivra quand on tuera tout le monde dans le bateau, quoi. Mais bon, peut-être avec le skipper, en fait. C'est exactement comme ça qu'on réglait les petits problèmes de cohérence, mais aussi quand on écrivait les Dames 3, on faisait la cuisine. Hein. Ouais. On n'a pas envie de tuer l'autre quand on cuisine. Pourtant, on a tous un couteau à disposition. Mais pour répondre à ta question, il faut voir qu'une grande partie du travail a été fait pendant les périodes de confinement, à un moment où tout le monde avait plein d'idées géniales sur il faudrait qu'on fasse des trucs, et donc les Forges ont effectivement travaillé à un bouquin de cuisine qui, quand le monde est revenu à la normale, après, a été complètement abandonné. Mais vous vous en souvenez, on en parlait beaucoup quand même. Mais, on avait même des recettes qu'on voulait mettre dedans. Donc voilà, on avait pour la petite histoire, alors l'idée c'était peut-être pas le recueil de recettes de ce livre-là, mais le recueil de recettes de tous les auteurs des Forges. Donc on a une autrice qui est d'origine ukrainienne, donc des recettes ukrainiennes. On avait 2 auteurs qui aiment beaucoup les cocktails, donc des cocktails. Et puis on aurait fini sur un auteur qui
de peur de mourir du Covid, a perdu 50 kilos en faisant du sport et de la musculation. Et donc, on aurait un livre qui vous fait prendre 40 kilos et à la fin, le dernier chapitre qui vous explique comment les perdre. Voilà. C'est bien pensé en fait. Pardon. Décris-moi comme une de la cuisine. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas allé. Moi, j'ai un rayon cuisine, hein, il attend. Ah, Bah, bien sûr qu'il y a un rayon cuisine. Mais il y a plein de livres de cuisine autour de ce qui se fait ici. Il y a évidemment les gastronomiques, mais j'ai 3 livres de cuisine différents sur Tolkien. Donc, je sens une petite pression dans le regard de Claire. je sais pas, moi je trouve que ça serait... Non, ok, alors le projet de livre remonte dans la liste des impératifs. C'est ça. Une petite question carte. Alors je sais pas si c'est parce que c'était comme ça, mais au niveau de la capitale du Sud, entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2, il y a des différences. J'en ai pas vu au niveau du Nord, c'était parce qu'il y avait rien à rajouter ou que c'est tellement fouillé et qu'il reste nulle part. Non, je pense qu'effectivement la carte du Sud, si on avait pu avoir, c'était un, c'est parce qu'il manquait juste les. Il manquait juste les noms manquait des, juste les noms des ouais, enfin clans, les petits pictos des des clans clans de d'entre-deux-murs. l'entre-deux-murs. Oui, C'était sinon, ça les c'est la même différences. carte, ouais. En Oui, fait, c'était et, juste ça qu'on s'est rajoutait. dit entre les deux que, comme ça se passait aussi dans l'entre-deux-murs, Oui. autant rajouter les petits pictos. D'accord. Mais comme celle du Nord était parfaite, on n'a rien touché. Voilà. Puis il n'y a pas de. Voilà. C'est plus des zones que des Mmh. lieux dans le Nord. Puis bah, dans le 3, on va ailleurs. Donc on a une autre carte. Oui. J'ai une question couverture. Est-ce que dès le début, vous avez décidé de faire la frise et surtout la frise qui fait que les libraires sont obligés de mettre le 1 et le 2 dans le bon sens? Voilà. C'était un plan Libraire, machiavélique. Voilà. Mais les éditeurs et éditrices ne sont mus que par la pas du gain. D'accord. On le savait. C'est très dur de garer ma limousine devant ta librairie. Là, ça. Mais Oui. voilà. Non, je sais pas quand est arrivée l'idée de la frise en fait. C'est l'un de toi. Je pense qu'en fait, on en a parlé, Oui, on en a et parlé je pense qu'en ensemble. fait, on en avait parlé, mais comme on avait parlé de 1000 autres Oui. projets aussi, et effectivement, quand tu as fait les premiers projets avec Elena, la frise est tout de suite arrivée. Alors, elle n'était pas aussi détaillée, il n'y avait pas des bateaux, il y avait vraiment juste les deux villes qui se faisaient face, avec potentiellement la tour au milieu. Chez le tout premier flyer qu'on avait fait, c'était déjà cette frise-là. Alors, ça a évolué sur des tas de... Mais il y avait déjà cette idée de faire une frise où les deux histoires se rejoindraient. Et effectivement, hein, quand on regarde toute le frise, on était à Oui, je me souviens, David nous avait Et présenté ça, ça un jour, voilà. on était à une terrasse d'un bar, il pleuvait, je crois. Il nous présente le truc sur son petit téléphone en nous disant alors, ne dites pas non tout de suite. J'ai un vraiment premier work in essai, progress. c'est vraiment du work in progress, etc. On regarde le truc, je me dis, David, c'est complètement ça qu'il faut. Non mais alors je sais plus d'où me vient l'idée. Je sais qu'à ce moment-là, c'était pas très longtemps après l'expo Tolkien à la BNF, où il y avait, il montrait les couvertures de Tolkien dépliées. Donc il n'est pas impossible que ça vienne de là, mais je sais pas exactement d'où ça vient. Dans le comics américain, ça se fait dans les éditions collector de faire des couvertures tournantes en fait. Je sais pas, non, c'est pas ça, une couverture tournante. Enfin, Une jaquette. Une jaquette. Oui, c'est une jaquette une qui sorte de- finalement, quand tu la déplies, ça Oui, fait une sorte fait une illustration. Je sais pas d'où ça vient, c'est venu assez naturellement. Il y a aussi l'idée que les forges ont une proposition graphique assez forte qui a été inventée par Elena Vieillard. Et la difficulté des propositions qui sont fortes, c'est qu'elles peuvent s'user assez vite. C'est-à-dire il y a toujours un risque qu'au bout d'un certain nombre de couvertures, elles se ressemblent toutes. Et donc il faut trouver des moyens d'aller chercher des nouvelles choses à partir de sa proposition initiale. Et en fait, la fresque, c'était une bonne idée. C'est d'ailleurs un dispositif qu'on a repris là pour une trilogie de science-fiction, parce qu'on vient de sortir une trilogie de science-fiction, donc la trilogie baryonique de Pierre Aufaste, avec une difficulté, c'est qu'en fait, on triche avec la perspective, et voilà, parce que par exemple, sur les 6 couvertures, là, on fait comme si les villes se touchaient, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces dessins, et les cartes qui sont à l'intérieur, sont en fait des reflets d'un aspect très particulier du texte, c'est qu'on est dans du récit d'imagination, et finalement le symbolique est plus important parfois que le réalisme. Donc en fait, les cartes que tu désignais, c'est pas des cartes qui sont sérieuses, c'est-à-dire, c'est pas des... C'est comme certaines cartes médiévales, c'est-à-dire les distances sont pas bonnes, et voilà. Les couvertures, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire elles sont truffées de détails symboliques, mais la perspective est pas bonne, la distance est pas bonne, mais volontairement.
Et voilà, donc c'est des très bonnes couvertures qui ont été saluées puisque elles ont gagné enfin, Elena Vieillard a gagné pour ses couvertures le Grand Prix de l'Imaginaire l'an dernier. Très belle couverture. On aura une toile à fin et donc tous dans notre bibliothèque, on va mettre ça devant. Ça va être super pratique. Mais c'est beau. Est-ce que nous avons des questions dans le public ou sur Instagram? Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, oui, vas-y. Il y a une question de technique et une question de ressenti. Donc deux questions, désolé. La première, c'est quand vous écrivez à quatre mains, est-ce que vous êtes devant un seul PC et vous vous pourrissez en me lançant c'est moi qui tape, c'est toi qui tape, ou vous êtes côte à côte et vous compilez après, donc genre sur un fichier Google ou un truc comme ça pour avoir ensemble et être sûr qu'à la virgule près, c'est bien les mêmes mots dans les deux bouquins, dans les dialogues partagés. Et la deuxième, c'est quand vous écrivez chacun de votre côté, vos personnages, est-ce que vous êtes genre à côté du personnage et vous vivez l'action avec, ou vous êtes le personnage lui-même, vous vous identifiez au personnage et vous vivez l'action à la place du personnage, entre guillemets. Donc comment vous visualisez la vie du personnage, enfin les actions du personnage? Alors, pour ta première question, je pense que c'est pour les dialogues communs en fait. Ouais. Parce que, effectivement, Comme vous avez beaucoup parlé d'écriture à quatre mains, ça m'intéresse de savoir. En général, c'était l'un de nous, et puis en changeant à chaque fois qu'il fait le premier jet, l'autre qui repasse dessus, qui renvoie, l'autre repasse dessus, qui renvoie, et plus comme ça. Non, chacun PC, en s'envoie fait, chacun s'envoie le texte. En fait, la réalité, c'est aussi qu'on on pourrait pas travailler en même temps sur ouais, le on même pourrait pas texte. être à deux sur le même PC, on travaille pas du tout de la même manière, et ça fonctionnerait pas, quoi. Enfin, non, c'est chacun, enfin, celui qui crée le premier jet, on va dire, du dialogue, le faisait à sa manière, envoyé à l'autre, qui retravaillait à sa manière, et comme ça, jusqu'à satisfaction du résultat, quoi. C'était plus comme ça, en fait, qu'on a fait. Et en réécrivant, et au final, à force de réécrire, honnêtement, chacun de passer sur les dialogues de l'un et de l'autre, on s'est posé la question moi, il y je a suis incapable quelques de jours, en savoir fait, ce on que sait j'ai plus mis, qui avait écrit le premier jet et cette ligne de dialogue, de qui elle vient, et voilà. C'est assez rigolo d'ailleurs comme expérience. Et pour ton autre question sur le ressenti, en fait, je sais pas du tout. Et j'y réfléchis parce que je crois qu'on en avait déjà parlé. Et en fait, je vois pas trop. Moi, je suis pas vraiment dans la peau du personnage. J'ai une vision un peu extérieure de tous les événements qui vont arriver, même quand j'ai une narration à la première personne. Parce que il y a le côté, la réflexion en termes d'intrigue et de rebondissement et de voilà. Et effectivement, quand on écrit, quand on a la première personne, on est forcément dans la peau entre guillemets du personnage, ou en tout cas dans sa perception. Mais pour ce qui est de l'enchaînement des intrigues et comment ça va influencer sur ceci ou cela, pour le coup, j'ai une vision plutôt extérieure, quoi. Mais j'y avais jamais trop réfléchi avant. Donc un peu pareil, si moi j'avais réfléchi. Je pense que, enfin, je ne suis pas Nox, c'est-à-dire que même si j'aime cuisiner, c'est un peu, je pense, le seul trait de caractère qu'on a en commun. Il est beaucoup trop positif, beaucoup trop dynamique, beaucoup trop, un peu naïf parfois. J'espère ne pas l'être trop. Et en fait, ouais, non, enfin, je pense pas que Nox soit vraiment un reflet, ou alors par certains aspects, je dirais. En fait, quelque part, moi, en tant qu'auteur, j'ai projeté peut-être plus de moi dans certains personnages secondaires que dans Nox, justement. Et du coup, bah oui, moi j'ai toujours, et je pense que c'est important, une espèce de recul par rapport au personnage. Déjà parce que j'essaie de mettre un tout petit peu d'humour dans le récit, et que je pense que c'est plus difficile de mettre de l'humour voilà. Donc il y a des fois où je me moque un peu de lui parce que c'est normal, il a ce côté un peu naïf, enfin je me moque pas méchamment, hein, l'idée c'est pas de le rabaisser, mais il faut avoir un peu de distance, et il faut que le lecteur aussi ait un peu de distance. Oui, puis c'est important aussi que l'auteur et le lecteur, que l'auteur donne à voir au lecteur des choses que le narrateur lui-même ne voit pas. Enfin, c'est ça qui devient intéressant, qu'il y a une complicité qui se crée. C'est que le lecteur en lisant dise ah oui, effectivement, le personnage n'a pas compris ce qui lui est arrivé, ou alors le personnage est naïf parce que ceci, cela. Il y a plein de choses comme ça dans La Capitale du Sud, ce personnage est très naïf, et il y a plein de trucs que le lecteur peut comprendre, et que le narrateur lui-même ne voit pas en fait. Puis évidemment, en plus, c'est accentué par le fait que c'est quand même des récits rétrospectifs, voilà, de la part des personnages, donc eux-mêmes aussi peuvent avoir cette distance et se moquer un peu d'eux et de se dire voilà, qu'ils n'ont pas compris quelque chose et qu'ils le comprennent maintenant. Donc jouer un peu entre ces interstices-là, c'est ça qui je trouve est amusant quand on écrit, parce que c'est là qu'on peut créer une complicité avec le lecteur, avec Et j'irai même plus loin, alors je t'en parle à toi, mais je vais essayer de pas spoiler, mais j'ai essayé justement moi de jouer avec cette perception à la fin du tome 3. Parce que il y a ouais, j'en parle parce que je sais que tu l'as lu, donc oui, mais pas les autres. Comment le dire sans le dire. En gros,
on a la vision en fait de certains épisodes de la vie de Nox qui est apportée par d'autres personnages à la fin du roman. Et du coup, la vision qu'ils en ont n'est pas du tout celle qu'en a Nox au moment où il les vit et quand il les raconte. Et justement, c'était cette perception-là que je voulais un petit peu infuser dedans en disant, bah voilà, il s'est passé en fait. Finalement, ce qu'a pu faire Nox, des petits actes qu'il a pu faire un peu partout dans le récit, ont eu des conséquences importantes par la suite sans même que lui s'en rende compte. Y compris des choses qu'on n'a pas forcément vues ou sur lesquelles, en tant que narrateur, ils n'ont pas forcément mis l'accent. Et du coup, c'est aussi intéressant d'avoir ce côté double point de vue, c'est de savoir qu'effectivement, il y a des choses de Nox qu'Amalia va voir et que Nox humain ne voit pas, et vice versa. Merci. Une autre question. Plein. Oui. Justement, sur cet aspect-là, dans la double écriture, il y a sans doute des passages que Nox fait aujourd'hui et qui seront expliqués par Amalia plus tard, mais comment est-ce qu'on vit l'absence de spoil sur les choses qui se passent dans l'histoire d'Amalia, que Nox, ou que le regard de Nox, mais qui vont rester naïfs pour Amalia, ou qu'en tout cas qui ne vont pas être développés dans le 3e tome d'Amalia. Je ne sais pas si je suis désolée, En fait, je comprends il y pas avait- la question. Moi j'ai compris parce que c'était la question. Mais c'est une question que lors de ton écriture que tu avais anticipée. C'est par exemple quand il y a une scène qui est dans celui-là Ouais. et qu'elle revient dans ton volume après, Ouais. comment on fait pour que ce volume-là n'ait pas épuisé ces scènes quand elles reviennent chez toi? Ah oui, bah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, ouais, C'est le fait ça, d'offrir votre- c'est ça. C'était ça, et puis c'était le côté de le narrateur peut rester un peu naïf sur lui, mais pas naïf pour ceux qui le voient. Donc Tout le à fait. regard de Nox Il y a- va peut-être, à nous, lecteurs, spoiler des aspects de l'histoire d'Amalia. Mais justement, alors on a hâte de voir un petit peu ça parce qu'il y a ce côté où Nox a une perception d'Amalia qui est peut-être pas du tout celle que va en avoir, qu'en a eu le lecteur quand il a lu les 2 premiers tomes de Capitale du Nord. Et du coup, la perception justement, elle est différente, il la voit différemment et vice versa en fait. Quand Après, Amalia rencontre Nox, elle est un peu, elle a cette espèce de regard distant qui fait que il y a un côté étrange en fait. Enfin, c'est ce qu'on Mais a effectivement, il voulu, ne faut pas y voir du spoil quand c'est juste un autre regard sur un personnage en fait. Donc faut pas s'inquiéter trop pour ça non plus. Ça ne dévoile pas des éléments de l'intrigue de l'autre tome en fait. Mais effectivement, on a un regard différent sur le personnage, et d'ailleurs sur les autres narrateurs et sur les autres personnages aussi. Parce qu'effectivement, il y a des personnages qui sont plus attachés à la Capitale du Nord, qui vont aussi être vus par Nox et qui vont interagir avec Nox. Et effectivement, ça permettra aussi de les connaître un petit peu mieux en tant que lecteur. Mais après, en termes de spoil, il ne faut pas s'inquiéter pour autant. C'est juste qu'effectivement, c'est intéressant quand on sait ce qui se passe en face. Mais ça va pas non plus caché. non, il y a la plupart des lecture. choses, vous saurez pas comment se termine Capitale du Nord 3 après avoir lu Capitale du Sud 3. Je confirme. Est-ce que on pourrait imaginer qu'un long voyage se déroule dans le même univers que la Tour de Garde? Et si oui, est-ce qu'il y a un univers étendu global? Non, il n'y a pas un Divivi Extended Universe. Non, pas du tout. En fait, Guillaume, il m'avait demandé quand j'écrivais un long voyage, genre, ah, mais est-ce que du coup, il y aura quand même un lien avec la Tour de Garde? Parce qu'on avait déjà commencé la Tour de Garde. Et en fait, non, en fait, j'avais envie que ce soit à part. C'est qui me disait, non, mais au pire, on dit que c'est dans le passé, ou que c'est dans l'histoire, ou un truc comme ça. Ben non, en fait, Ouais, moi je m'attendais à un rebondissement comme ça. Et en fait, c'est descendant de. Non, en fait, non. Non, pour moi, c'est vraiment des univers séparés, ouais. Il y aura peut-être du Vivier chez Manager Extended Universe un jour ou l'autre, j'en sais rien, hein, faut jamais dire jamais. Mais il n'y aurait pas un long voyage dedans. Pour moi, c'est vraiment un peu à part, quoi. Non, et puis dans tous les cas, je pense qu'au plus on avançait dans le projet, au plus on avait vraiment envie que la Tour de Garde ce soit un tout entre guillemets fini, qui peut potentiellement être étendu après, mais c'est vraiment la fin de l'histoire de Capitale du Sud et ce sera vraiment la fin de l'histoire de Capitale du Nord. Et si jamais un jour on doit reprendre, ce sera avec des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des machins, des trucs, mais Et on 300 ans plus tard. et 300 ans plus tard, Plutôt, et enfin, bref. l'empé suite, comme on dit, ce genre de choses. Il y aura des dragons? Mais David, tu n'as pas été attentif, il y a un dragon Oui, c'est vrai. dans les tomes 3 de la Capitale du Sud et du Nord. Et c'est magique, non? Non, il est sur la carte. Il est dessiné, c'est dans Il l'univers. est dessiné sur la carte. Je précise que ça a été suite à une longue réunion. Voilà.
Ça, enfin, tout le monde nous harcelait pour qu'on mette des dragons dans Capitale du Sud et Capitale du Nord. Il y en a un dessiné Du sur coup, il la y en a un carte. dessiné sur la carte. C'est l'édition, je suis désolée des femmes qui travaillent. C'est vrai qu'on l'imagine bien pour suivre les couvertures en hauteur, histoire de rendre encore plus complexe le fait de l'exposer, Ah, par voilà, exemple. pour l'exposer en librairie, je pense qu'on va se faire. On n'aura plus jamais de signature en librairie. Les libraires vont nous accueillir à plus de pierre. On manque un peu de place sur les tables après. Mais bon. Ah, je peux pas te dire en fait une idée que j'ai depuis quelque temps, que j'ai pas réussi à leur vendre hein, pour l'instant, mais qu'en fait la fresque fasse un cercle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un 7e volume qui passe la jonction par l'autre côté comme ça. Le livre de cuisine. Comme ça, non mais comme ça, le livre de cuisine, et comme ça forcera à faire des îlots tours de garde qui vont, comme ça, des tours, une tour de garde physique. Alors là, Et après, On va continuer d'en parler avec lui. Et après, on imagine le truc en 4 dimensions. Enfin, C'est ça va ça. être merveilleux. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Soyez pas timide. N'hésitez pas. Pas de questions sur Instagram? Non, personne n'a de questions? Ah si, encore. Vous avez prévu de manger quoi pour le prochain tome? Alors attends, on va déjà réfléchir 2 jours à l'avance, on a du mal. Là, j'avoue que le risotto au safran, ça a été un peu à last minute. Ça c'est pour les gens il faut les suivre sur Instagram parce que sinon vous comprenez pas le... Voilà. Oui, en fait, Faut on préciser. se fait un petit repas un petit peu élaboré à la maison à chaque sortie, en fait. On mange aussi entre les 2 jours, rassurez-vous. On fait, voilà. Alors, on et essaie de faire un effectivement, truc un petit peu plus que le quotidien. Quoi. pour la sortie des comptes suspendus, on a ouvert une bouteille de Cata Simone et Guillaume a fait un risotto au safran, ce qui a un sens pour ceux qui auront le tome 3, et avec des index snackés, c'était très très bon, on s'est régalé, et effectivement j'ai un petit peu réfléchi, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour l'armée fantoche. J'aimerais bien faire du poisson, je ne sais pas encore quoi, mais j'y réfléchis. Moi je reviens au livre de cuisine parce qu'on a quand même parlé de cuisine la moitié du temps au niveau des questions. Bon, si plus de questions? Non, a priori on est arrivé au bout des questions. Eh bien, merci beaucoup d'être venu Merci à vous, surtout. parler C'est de bien. votre site. Et puis vous allez pouvoir vous faire dédicacer tous les tomes qui vous manquent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.